La chef du bureau des relations publiques de la police nationale du Sénégal, le commissaire Tabara Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar. Merci d'être venu devant le grand jury d'RFM. Vous êtes né à Saint-Louis un certain 31 août 1986. Vous avez 33 ans aujourd'hui. Vous êtes mère de 4 enfants. Votre mari est un capitaine de gendarmerie. Décidément, commissaire Tabara Ndiaye, les forces de sécurité et de défense sont littéralement votre famille. Pas tellement. En fait, dans ma famille, il n'y a pratiquement pas d'hommes de tenue. Mais bon, disons que je les fréquente quand même depuis longtemps. Je me suis mariée aussi. Je fais justement allusion à votre situation matrimoniale. Oui, c'est cela. Donc, bon, c'est normal. Il est capitaine de gendarmerie. Mm-hmm. Bon, disons que, a priori, les gens me demandent, disent en fait que vraiment, nous demandent comment ça doit se passer exactement chez nous. Un policier, un gendarme, c'est la rivalité, c'est la concurrence, mais bon, non. En tout cas, me concernant la tenue, je la laisse au bureau. Une fois à la maison, c'est une autre personne. C'est Tabara, naturelle, femme au foyer, voilà. La concurrence, elle est parfois visible sur le terrain entre policiers et gendarmes. C'est une concurrence normale, saine. Ça crée de l'émulation. Je pense qu'il est normal qu'il y ait de la concurrence afin en tout cas que des deux côtés les gens essaient de se surpasser. C'est normal, bien vrai qu'il y a ce maillage territorial qui a été découpé, il y a des zones délimitées, mais bon, n'empêche, nous faisons pratiquement le même travail, à part le fait que la gendarmerie intervient pratiquement dans certaines situations beaucoup plus compliquées. Mais bon, la concurrence est saine quand même. Voilà. Il y a même parfois des opérations combinées entre police et gendarmerie. Parfaitement, c'est le contexte qui le demande. Et on espère bien d'ici peu que, en tout cas, il y aura fusion, que les deux corps vont travailler, voilà. Fusion de façon formelle et définitive? Oui, c'est en tout cas dans... l'autorité y pense vraiment, réellement. Et on pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, qu'il n'y ait plus cette séparation de secteurs, zone police, zone gendarmerie, que les gens travaillent en synergie. Voilà. Donc, mais les corps vont demeurer autonomes. Il y aura toujours police et gendarmerie, ou on forme un seul corps, on les fusionne carrément? Pour l'instant, on n'en est qu'à la phase de réflexion. Les stratégies ne sont pas encore définies, mais bon, c'est sûr qu'à l'issue, ce sera dans l'intérêt de tout le monde. Donc je veux dire, à l'issue, il y aura quelque chose qui va arranger tout le monde. Et pour revenir à votre vie de femme, d'épouse, justement, dites-nous comment ça s'organise à la maison, les enfants, quand monsieur est gendarme, madame est de la police, et les enfants dans tout ça? C'est une famille de keufs, hein? Ok, c'est pas compliqué du tout. Il y a ma fille qui me dit qu'elle veut devenir commissaire de police. Je comprends parfaitement. Nous influençons, en fait, nous les influençons, c'est normal. Mais quand même, je vous disais tantôt que cet aspect-là, nous ne le transposons pas à la maison. Voilà. Nos armes, par exemple, nos enfants ne les ont jamais vues. Je me rappelle, ma fille, un jour, a vu une arme à la télé. Elle m'a demandé si moi, j'ai une arme. Ça me faisait plaisir quand même de voir que voilà. En tout cas, moi et mon époux, tout notre possible pour ne pas qu'elle voie nos armes, pour ne pas qu'elle voie nos tenues. Voilà. Avez-vous le temps de faire de la cuisine à la maison? Bien sûr. Je cuisine. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est parce que je suis là que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais sinon, tous les week-ends, c'est moi qui cuisine. Le commissaire Tabara Ndiaye est la porte-parole de la police et notre invité devant le grand jury d'RFM aujourd'hui, porte-parole de la police depuis bientôt 2 ans. Votre passé de sportive aussi, basketteuse, ancienne pensionnaire de l'ASFO, pourquoi avez-vous arrêté? C'est une longue histoire. Je me suis mariée en 2007. Je pense que c'est quelques mois après que je suis tombée enceinte.
il me fallait abandonner un tout petit peu le sport pour ma santé. Entre-temps, j'ai réussi au concours de la police. Je n'avais plus le temps vraiment de pratiquer le basketball. En plus, je faisais le sport. C'est comme ça. Après, je n'ai plus intégré de club. En plus qu'au niveau de la police, nous n'avons pas de club de basketball. Je n'avais plus le choix. Voilà. Je faisais quand même j'ai continué de faire le sport, mais plus de basket. Est-ce que c'est votre mari, votre futur mari, quand vous étiez étudiante, qui était déjà gendarme, qui vous a influencé à plonger dans la police? C'est vrai qu'il m'a beaucoup soutenu, parce que je me rappelle quand ils avaient publié le concours dans le journal. C'est mon père qui m'a appelé en premier pour me demander de le faire. Mais bon, moi, je lui ai dit 2 ou 3 personnes. On ne prend que ça. Vraiment, papa, je suis pas trop enchantée, quoi. Alors, c'est comme ça que mon époux a appelé, comme s'ils s'étaient parlé. En fait, lui aussi, il m'a appelé, il a insisté. Bon, je me suis dit, de toute façon, je n'avais rien à perdre. J'avais mes diplômes en poche, pourquoi ne pas tenter? Bon, c'est comme ça, je l'ai fait, mais j'ai réussi. Mais bon, avec un grand soutien de mes parents et de mon époux. Je me rappelle quand je révisais, je mettais l'alarme pour me réveiller à 5 h du matin afin de réviser. Mais bon, des fois, comme j'étais fatiguée, je ne voulais pas me réveiller. Mais lui, il me faisait un coup de coude me demandant de me lever pour réviser. Donc ça, c'était un grand apport pour moi et ça m'a beaucoup motivée en fait. Natif de Saint-Louis, Tabara Ndiaye, mais dakaroise en même temps, vous avez obtenu votre baccalauréat en 2005 au lycée John Fitzgerald Kennedy, ensuite direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où vous obtenez un DEA, diplôme d'études approfondies en droit de l'environnement, droit de la santé, droit de l'homme et santé publique, introduction au droit de la santé. Là, vous êtes doctorante en droit privé et sciences criminelles. Comment êtes-vous arrivée comme ça, avec ce cursus-là, scolaire? Comment êtes-vous arrivé alors, dites-moi, à la police? Ça rejoint la première question sur le sujet qu'on a posé tout à l'heure. Bon, en fait, peut-être que tout part de ce que je voulais devenir, en fait. Tout est parti de là. Je voulais devenir magistrat. Alors, je m'étais fait une fixation et pour ça, il fallait impérativement faire des études de droit. Et j'ai eu le bac, je priais pour qu'on m'oriente à la faculté de droit. Dieu a exaucé mes prières. J'y étais. Quand même, c'était pas facile. C'était un cursus assez long, compliqué, complexe. Je me rappelle en 2e année, j'ai même pleuré. Il a fallu que le professeur Yankhoba Ndiaye, un clin d'œil, peut-être qu'il va Oui, il va se rappeler de ça. Il a fallu qu'il appelle mon papa pour qu'on vienne me chercher parce qu'il me manquait quelques points quand j'étais en 2e année. Donc c'est la première fois que je vivais une situation pareille. Voilà. Le 8 mars, avant-hier, la police nationale a célébré à sa manière la journée internationale des droits des femmes avec un panel sur le thème leadership féminin, consolidation et apport dans l'exécution des missions. Expliquez-nous ce thème et pourquoi vous l'avez choisi pour l'édition 2019 de la journée internationale des droits des femmes. Bon, quand même, peut-être dire que c'est une journée, en tout cas pour nous, policières, qui est assez spéciale. Nous nous rassemblons à chaque fois pendant cette journée pour faire, en tout cas, une petite pause, voir ce qu'on a déjà réalisé, avec nos anciennes, bien sûr, avec les divisions de Kodou Camara, Abidjalo et notre doyenne dans la police. Oui, voilà, c'est ça. Sanou Diouf, qui a tout initié d'ailleurs. Qui est adjointe au directeur des personnels. C'est Anna Sémou Diouf, toujours. Anna Sémou Faye. Voilà. C'est Anna Sémou Faye. La première femme patronne de la police. Oui, c'est cela. Inspectrice générale de police, c'est le grade le plus élevé de l'institution. Donc, c'est la première femme à avoir, en tout cas, ce grade. C'est une fierté pour nous aussi. Donc, c'est une journée, en tout cas, qui nous permet à chaque fois de faire des questionnements, donc de voir là où on est parti, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'il faudra prévenir à l'avenir. C'est essentiellement ça. Et pendant ce temps-là aussi, nous faisons... les gens partagent leurs expériences, voilà. Et les gens aussi nous font part des obstacles auxquels
en tout cas les femmes auxquelles elles sont confrontées. Et voilà, c'est ça, en gros. Le thème du leadership féminin dans la police, on décortique un peu. Est-ce que les femmes ont-elles une grosse place dans la police sénégalaise? Bon, disons... Elles sont déjà combien? Oui, nous avons, comme pour ce qui est des commissaires, nous sommes 27. 27 commissaires de police femmes? Oui. Pas mal, 27. Non? Oui, pas mal, bien sûr. C'est un grand pas. Si on compare, si on fait la comparaison avec le nombre de femmes qu'il y avait dans les années 80, nous avons 6 femmes officiers. C'est pas à négliger aussi. 110 femmes sous-officiers, je pense. Voilà. Et les effectifs tournent autour de combien globalement côté femmes dans la police? Je pense qu'on a 500 quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Autour de 500 femmes dans la police sénégalaise. Ça. En tout cas, elles représentent 9% du personnel de la police. Est-ce qu'elles sont bien intégrées? Bon, ça dépend de quel type d'intégration. S'il s'agit du recrutement qui dépend en tout cas de l'autorité, je peux dire là que non, puisqu'il y a des quotas en fait qui sont fixés. Ils peuvent vous dire par exemple 3 femmes, 20 garçons, 20 hommes. Et ça, des fois, ça bloque des fois les choses. Sinon, si on avait laissé les choses libres, vraiment... Vous voulez que certaines contraintes soient levées pour que les femmes intègrent davantage la police? Oui, parfaitement. Parfaitement. Quels sont ces obstacles principalement? La taille. La taille, déjà. Les épreuves physiques. C'est vrai que pour être policier, il faut être fort déjà. Ce sont les mêmes épreuves que les hommes? Non. Si on prend pour ce qui est de la course, les hommes font 1000 mètres, les femmes 600. Mais bon, nous nous sommes dit, par exemple, pour les commissaires qui ont comme tâche principale la conception, créer les stratégies, dire comment les développer, ce serait bien de ne pas se faire une fixation par rapport à leur taille ni par rapport à leur capacité physique, en tout cas. C'est ce que nous nous sommes dit. Voilà. En tout cas, l'autorité réfléchit dans ce sens. En tout cas, elle pense lever certains obstacles afin de permettre aux filles d'intégrer le corps. Il va falloir que les femmes sénégalaises, quand elles veulent devenir policières, se démarquent de certaines cultures corporelles, éviter les excroissances, les masses, n'est-ce pas, non? C'est normal, oui. Et parce que je peux prendre l'exemple de la dépigmentation. C'est vraiment pas correct de voir une fille policière se dépigmenter, mettre les longs cheveux. Les rallonges? Oui, les rallonges. Voilà. Donc, les faux ongles, les longs faux ongles. En tout cas, dans le cadre du travail, ce n'est pas permis. Voilà, on demande d'être vraiment simple. Dans la tenue, dans le maquillage, dans la coiffure. On leur demande en quelque sorte d'être des hommes aussi, non? Non, ce n'est pas une question d'être homme, c'est carrément différent. C'est d'abord ça, hein? On accepte tous que nous sommes des femmes. C'est très, très important. Nous avons notre touche féminine à apporter. Et puis que chacun fasse ce qu'il doit faire. Les droits des femmes, puisque vous êtes devant le grand jury des RFM aujourd'hui, à l'occasion de ce mois de mars, mois de la femme. Les droits des femmes, vous êtes diplômé de la faculté de droit de l'UCAD. Les droits des femmes au Sénégal, si vous deviez faire un état des lieux, que diriez-vous? Ça avance quand même. Ça avance si on fait toujours une comparaison avec ce qu'il y avait auparavant. Je veux dire, si on prend l'exemple de la parité dans les fonctions électives, où on dit que, en tout cas, que après l'homme, un homme, c'est une femme, nécessairement. Ça, c'est très, très important. C'est un grand acquis. Autre chose, peut-être chez nous, au niveau de la police, autant on ne voyait pas beaucoup de femmes intégrer le corps. Donc nous avons maintenant tous, ou bien tout le droit d'intégrer aussi bien la police que les autres corps militaires. Et c'est important aussi. L'un des
des premiers postes que vous avez occupés dans la police, ce sont les fonctions de commissaire de la police de Thiaroye, en banlieue de Dakar. Quand une femme débarque dans un poste de police ou un commissariat de police pour en devenir la chef, comment est-elle perçue par les hommes dont elle devient la supérieure? Ça commence dès l'école, c'est d'abord lors de la formation où vraiment on sait qui est qui, indépendamment du fait que je sois femme ou autre chose. Ce qui importe, c'est les galons en fait, c'est le grade. Et dès l'école, les gens sont habitués à ça. Et je peux dire donc une fois au commissariat de Thiaroye, je n'ai pas eu de problème, non, pas de problème avec mes éléments. Ils ont vite compris que dans chaque service, il faudrait qu'il y ait un chef parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui dirige, qui puisse montrer le chemin à suivre. Donc c'était bien vu en tout cas par mes éléments. On n'a jamais eu de problème. Pas d'obstacle dans le commandement? Non. Je n'ai jamais en tout cas remarqué un obstacle. On a déjà eu femme chef de la police nationale, l'inspecteur de police Anassimo Faye. Faut-il s'attendre un jour à avoir une ministre de l'Intérieur, une chef des armées sénégalaises? Mais parfaitement, pourquoi pas? Je veux dire, ce serait une excellente chose. Moi, je me dis, si on voit comment la femme travaille, comment elle arrive à gérer plusieurs choses à la fois. Je prends mon exemple. Je suis à la maison, je gère à la fois 1000 choses. Je gère et la maison et le bureau. Je me dis, si la femme arrive à assimiler tout cela, mais pourquoi pas ne pas être ministre de l'Intérieur? Moi, je me dis, c'est juste une question de temps, en fait. Ce n'est plus une question de capacité. Elles en sont capables, elles en ont les moyens. C'est une question de temps parce que chez nous, si on n'a pas après en tout cas nos doyennes de femmes directrices, c'est parce qu'il y a eu un temps où le recrutement avait été suspendu. Ce qui fait que les anciennes que nous avons présentement occupent le poste d'adjoint au directeur. Voilà. Sinon, n'eût été cette suspension-là, on aurait vu des femmes directrices ou inspectrices comme notre doyenne Anassimo. Une femme SEMGA, ça, il faudra attendre. Ah, mais parfaitement, c'est la même chose. Hein. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre normal des choses, je dirais. Il suffit juste que les femmes échelonnent, voilà, quoi. Après, voilà, c'est normal. Hein. Il n'y a pas de misogynie dans les forces de sécurité et de défense au Sénégal? On accepte comme ça les femmes ou toujours il y a des limites à ne pas franchir? Pas des limites qui ne viennent pas de la hiérarchie, mais bon, je veux dire, de temps en temps, quand même, vous pouvez voir des collègues. Dans la vie des troupes, oui. Oui, donc des collègues il y en a qui vous disent carrément, une femme, elle est faite pour rester chez elle. Une femme, elle n'est pas faite pour diriger, mais ça, quand même, vous n'y prêtez pas grande attention parce que vous avez un objectif à atteindre. Puis on se dit aussi que ces gens-là peut-être ne sont pas dans le même monde que nous. Sinon, ils auraient vu tout de suite que le contexte de demande, en fait. Si on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est sûr qu'un jour, il y aura plus de femmes au niveau des postes de direction que d'hommes. Ça, c'est nécessaire. Le premier poste de commissaire, le seul d'ailleurs jusqu'ici que vous avez occupé, en tout cas, c'est à Thiaroye, je le rappelle, en banlieue dakaroise. Thiaroye, l'une des zones les plus difficiles de la capitale en termes de gestion de la sécurité. C'est le problème, le propre de toutes les banlieues du monde. Alors, racontez-nous votre expérience à Thiaroye. J'ai été à Guédiawaye d'abord. Comme adjoint? Oui, voilà. Adjointe? Oui, c'est cela. L'émission a conjugué vraiment au féminin aujourd'hui. Oui. Donc, mais quand même, c'est vrai que c'est à Thiaroye où j'ai eu à effectuer entièrement le rôle de commissaire de police. J'avais des appréhensions quand même. Quand on m'a muté là-bas, je me disais, tiens, la banlieue, c'est une zone problématique, criminogène. C'était à chaque fois des appréhensions. Mais quand même, je me suis rendu compte d'une chose, hein, c'est des gens vraiment ouverts. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il fallait juste, c'était être humble. C'est eux, je peux dire, qui m'ont aidé en grande partie à réussir, si je peux dire, réussir ma mission.
parce qu'il ne cessait de m'appeler. Hein. Moi aussi, j'étais accessible aussi. Voilà. J'ai tout fait pour tisser de bons rapports avec les autorités. Les appels téléphoniques à n'importe quelle heure, de la nuit par exemple. Oui, parfaitement. Là, Quand le téléphone du commissaire sonne, c'est parce que c'est important aussi. Effectivement, c'est très très important. C'est très très important. Peut-être des fois, ce qui était difficile, ce qui rendait mon travail difficile au niveau de la banlieue, c'est que les gens se connaissaient tellement qu'ils ne voulaient pas dénoncer leurs voisins, par exemple. Et ça me rendait la tâche vraiment, vraiment difficile. C'est le problème de toute la police ou de toute la gendarmerie sénégalaise. Le bon voisinage fait qu'on ne dénonce pas. Oui. C'est parfaitement ça. Mais bon, pour les mettre à l'aise quand même, des fois, nous leur demandons de nous envoyer des messages ou bien de nous appeler, en tout cas, dans l'anonymat. Voilà, de nous faire la description. Et ça a marché? Ça a marché. Ça a marché. Je veux dire, la personne pouvait décrire un suspect sans pour autant se présenter. La personne pouvait me dire, par exemple, j'ai remarqué telle ou telle chose dans tel quartier, la personne porte tel boubou, telle couleur, et là, nous débarquons. Le citoyen, voilà. Il est le meilleur collaborateur de la police dans l'information. Hein, le renseignement, c'est peut-être à un autre niveau, mais dans l'information, vous avez besoin que les citoyens vous appellent, vous donnent des infos. Oui, oui, et dans l'information même, des fois se cache le renseignement. Donc, ce sont nos principaux collaborateurs. Sinon, sans la population, nous ne pourrions pas travailler. Hein. Et c'est vrai que je salue beaucoup la contribution des chefs de quartier, des maires, et aussi, bien sûr, des autorités étatiques. Hein. Donc, c'est des gens des Badiane Gor, voilà, qui nous ont beaucoup aidés à Maison Rose, à EMO. C'est des gens, en fait, avec qui nous travaillons et qui nous aident beaucoup. Voilà. Parce que des fois, vous pouvez un enfant, par exemple, vous pouvez voir un enfant subir des violences sexuelles ou bien un enfant battu par ses parents, et là vous vous dites où est-ce que je peux amener l'enfant, où est-ce que en tout cas l'enfant peut trouver la sécurité. Et là vous voyez les Badiane Gor se présenter, vous voyez AEMO, vous voyez Maison Rose, et ça vous facilite vraiment la tâche. Vous devez être touché par cette histoire racontée entre Yeumbeul et Malika, cet enfant tué, mis dans un sachet, jeté sur la bande des Filao à Malika. C'est le genre de crime souvent qu'on rencontre dans ces milieux-là en banlieue. C'est un cas vraiment triste. Je me rappelle, ça a suscité beaucoup de tristesse chez nous, surtout l'autorité, qui, je me rappelle, m'a appelé pour m'en parler. C'est des cas, en tout cas, que nous déplorons. À chaque fois que des cas pareils surgissent, tout le monde est triste, quoi, au sein de l'institution. Parce que le policier, c'est d'abord un humain. Face à des affaires, on ne peut pas retenir ses émotions quand on voit ce genre de crime-là. Mais parfaitement, on a des enfants. Nous vivons dans la banlieue, nous vivons en ville. Donc, nous sommes une partie de la population. Et ce cas-là précis... j'ai l'habitude de le dire. Hein. Je l'ai une fois dit, les gens m'ont rétorqué ceci, c'est à vous, policiers, de vous charger de notre sécurité. C'est vrai. Mais il faudrait que chacun y mette du sien. Je veux dire, pour ce qui est des parents, un enfant de 3 ans qui va à la boutique, moi je dis que c'est pas normal en fait. Un enfant de 3 ans qui sait parler à peine, mais on le surveille bien, on le laisse à la maison. Vous pouvez voir des gens dire à leurs enfants, allez jouer dehors, je dois faire ma sieste, ou bien aller jouer avec mes amis. Ça, c'est aux parents, en fait, de veiller sur les enfants. D'abord, voilà. C'est l'intramuros d'abord. On gère les enfants, mais non, à l'extérieur, peut-être nous allons jouer le relais. C'est difficile dans des quartiers démunis, dans des quartiers populaires où c'est la promiscuité dans les maisons, de garder H24 les enfants à la maison. C'est vrai, nous les comprenons. Hein. C'est une réalité. Oui, nous les comprenons. Mais aussi que les gens fassent un petit peu d'effort.
un tout petit peu d'effort. Parce que je pense que perdre un enfant quand même comme ça, on peut se dire, si je savais, j'allais bien le couver, j'allais bien, en tout cas, le surveiller. La criminalité, en tout cas, vaste sujet, matière difficile pour les forces de sécurité. Vous préparez d'ailleurs, je rappelle, un doctorat en sciences criminelles. Est-ce qu'il y a une explication? Ça donne quoi les enquêtes que vous avez sans doute déjà menées pour comprendre l'expansion du phénomène? S'ils exagèrent, dites-moi. Il y a bien une expansion. Vous êtes journaliste, hein, c'est à vous d'analyser la chose comme vous la voulez. En tout cas, nous ne faisons que constater les choses. C'est vrai quand même, il y a certains facteurs qui font que, en tout cas dans certaines zones, la criminalité est réelle. Je parle des débits de boissons, de la promiscuité. Les bars. Oui, voilà, c'est les bars en termes... Les maisons meublées. Vous les appelez les bars, les auberges. Auberges dans la clandestinité, souvent. Oui, c'est ça en fait, c'est les maisons meublées. Donc, c'est souvent des facteurs qui font que la criminalité, je ne veux pas dire se développe, en tout cas persiste. Voilà. Sinon... nous savons quand même organiser des méthodes préventives afin de juguler tout cela. Je veux dire, s'agissant des débits de boissons, nous faisons des contrôles réguliers des patrouilles aussi pour voir les licences, si elles ont été... en tout cas, si les gens respectent ce qui a été stipulé dans les licences. Pour ce qui est... Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer... des limites horaires, c'est-à-dire comme dans beaucoup de pays où la démocratie, ça ne se discute pas, des pays mais alors vraiment démocratiques, où on a organisé un peu l'ouverture et la fermeture de ce genre d'endroits, les bars. Est-ce qu'il ne faut pas au Sénégal penser à fixer une heure maximale pour le fonctionnement de ces bars-là? C'est vrai que pour la plupart des bars, ils doivent fermer à minuit. Il y a des débits de boissons. C'est ça la loi? Non. En fait, ça dépend. Hein, ça dépend des licences. Vous pouvez bénéficier d'une dérogation de 2 heures, de 3 heures. Tout dépend de l'autorisation que l'autorité vous a attribuée. Sinon, hein, la plupart des débits de boissons doivent fermer à minuit. Voilà. Si vous allez dans un débit de boisson, si vous faites un peu attention, vous allez voir accroché au mur la licence. Et c'est inscrit... Il y en a beaucoup qui respectent cette disposition. Oui. Les gens... c'est le travail de la police de contrôler aussi. Parfaitement. Voilà. Donc, parfaitement, nous contrôlons pour voir si en tout cas, dans les lieux, les heures de fermeture sont respectées. Et je parlais de votre enquête personnelle pour le doctorat que vous préparez en sciences criminelles. Est-ce que vous avez déjà ouvert des fenêtres de réflexion sur comment limiter les dégâts en termes de criminalité? En fait, je travaille précisément sur la police et les droits de l'homme. Et dans ma thèse, je compte parler de ce qui doit être. Je veux dire du comportement normal du policier à qui, en tout cas, on a demandé de respecter les droits de l'homme, d'étudier le cas sénégalais, mais aussi les autres pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est vrai que je ne pourrais pas me limiter à ça, parce qu'il y a de ces cas isolés qui sont notés par-ci, par-là, des bévues. Mais bon, pour vous dire en gros, le but pour ma thèse, le but c'est de sensibiliser les policiers, de leur rappeler leur rôle et leurs devoirs. C'est vraiment le but de ma thèse. Parce que si on regarde l'actualité, il y a quelques années, la police était beaucoup pointée de ce point de vue-là, les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans un poste de police, un commissariat de police, une brigade de gendarmerie.
là, dommage, monsieur, il ne fait pas part de l'émission, je lui reposais la question. Le décor est identique. Les gens qui sont dans des situations de garde à vue, ils sont dans un violon avec un petit récipient pour faire leurs besoins. On ne fait rien pour améliorer les conditions de placement en garde à vue des citoyens qui sont interpellés, arrêtés par la police ou la gendarmerie. D'abord, il faut savoir une chose, que avant que la personne ne soit gardée à vue, nous prenons certaines précautions. On ne peut pas permettre que la personne y entre avec une ceinture, par exemple, oui, avec une chaîne au cou, avec un bracelet, une bague, une montre. En tout cas, on enlève tout ce qui est objet dangereux. Pour éviter qu'il se donne la mort? C'est ça. Donc, imaginez, donc, à l'intérieur, nous ne pouvons pas lui permettre un certain luxe. Quand même, nous faisons tout pour que la personne se sente à l'aise. Il y a bien sûr des toilettes, pas de peau, mais des toilettes bien aménagées. On a vu un commissaire Tabarandiaï. Non, mais quand même, sérieusement, il y a des toilettes. Et plus encore... Pas dans tous les commissariats de police, pas dans tous les postes de police en tout cas. Non, en tout cas, il y a des toilettes. Ou bien s'il n'y a pas de toilettes, en tout cas, il y a quelques... Carrément à l'intérieur des violons? Oui. On aménage en tout cas un petit coin pour permettre aux gens de se soulager. Ça, c'est le minimum. Voilà. Aussi bien déjà ça, mais aussi nous séparons les femmes des hommes et des mineurs. Donc, pour vous dire que nous prenons en compte en tout cas les spécificités de chacun. Les droits de l'homme, c'est vraiment une question qui vous intéresse. Justement, les mineurs et les femmes, est-ce qu'il y a un traitement particulier en situation de garde à vue pour vous? Les droits humains. On va parler des droits humains parce que récemment, ils ont dit homme, c'était un peu sexiste. Ouais, voilà. Donc, c'est ça, c'est nécessairement. Nécessairement, la femme, de par sa morphologie, nous ne pouvons pas nous permettre de la mettre avec les hommes. Déjà, elle doit être, en tout cas, dans un milieu lui permettant, en tout cas, d'être à l'aise. Hein. Pour ce qui est du mineur, c'est carrément autre chose. En tout cas, nous sommes en train de voir comment faire pour que les mineurs qui sont en conflit avec la loi ne soient même pas mis dans les locaux de garde à vue. Donc, nous sommes en train de voir comment mettre en place des structures qui ressembleraient, par exemple, à des chambres d'enfants, afin de les mettre là-bas pour les mettre à l'aise. Voilà. Parce qu'un enfant, quand même, jusque-là, nos commissariats ne sont pas faits du tout pour les enfants. Voilà. Vous entrez dans un commissariat, il n'y a pas de gaieté du tout. En tout cas, rien qui puisse... faire que l'enfant puisse vous faire confiance. Voilà. Mais il y a aussi que quand vous rentrez dans un commissariat, vous tombez tout de suite sur le violon. Est-ce que les personnes qui sont en situation de garde à vue n'ont pas le droit d'une petite décence que quiconque qui rentre dans le commissariat de police les voit déjà derrière les grilles, comme on dit au Sénégal, dans le violon? Bon, ça, il ne faut pas changer la configuration un peu? Voilà, c'est une question de configuration qui se pose. C'est en fait le chef de poste qui est chargé de veiller, ou bien en tout cas de veiller, de veiller sur les gardés à vue. Donc, il est normal qu'il soit en face d'eux. Autre chose, c'est au chef de poste de recueillir tout ce qui est documents administratifs. Je veux dire, les gens qui veulent légaliser... leur dossier le matin. Ils s'adressent au chef de poste. Les chefs de poste ne pouvant pas laisser ceux qu'il doit surveiller, il est obligé de les recevoir au poste de police. C'est vrai que par rapport à ce qui relève de la dignité et tout, c'est des fois mal vu de laisser les gens comme ça, mais bon, quand même, nous allons réfléchir, en tout cas, afin de mettre en place d'autres types de configurations permettant au chef de poste
de veiller sur les gardes à vue, mais aussi de faire son travail comme cela se doit. Et les agressions en pleine rue, on en parle, le phénomène des agressions en groupe, la nouvelle trouvaille, surtout à la fin de manifestations culturelles ou sportives. La police a-t-elle réfléchi sur ce nouveau modus operandi des agresseurs? Est-ce qu'il y a un plan contre ça? Je me rappelle, il y a un moment où une haute autorité policière avait demandé aux gens des fois de faire quelque chose, voilà quoi, d'intervenir en cas de besoin. Certains avaient décrié ces propos disant que c'était à la police de se charger de la sécurité des uns et des autres, sinon, bon, on n'est pas dans une jungle, mais il avait parfaitement raison. C'est la loi qui le permet. C'est normal qu'une personne qui assiste... en fait, il est permis à une personne qui assiste là, à une commission d'infraction d'intervenir. Voilà, seulement, on leur demande juste de ne pas y aller fort. Mais bon, assister la personne, quand même, c'est le minimum. Maintenant, après tout, c'est notre rôle, c'est à nous de veiller sur les Sénégalais. Mais bon, la sécurité, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde doit y participer. Un sujet que la police sénégalaise n'aime pas qu'on aborde souvent. La corruption, en majuscule, si vous voulez. Phénomène qui existe toujours dans la circulation, sur les frontières, dans quelques services. Vous n'allez pas cette fois-ci nous servir en démenti, commissaire Tabara Ndiaye? Ben non, du tout, mais bon, juste peut-être vous dire que à vous entendre parler de la corruption ainsi, c'est comme si elle était systématisée chez nous, genre c'est organisé. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, vous avez mis un C majuscule, hein? Voilà. Donc, mais sachez que c'est quelque chose, en tout cas, qui n'est pas systématisé chez nous. Toutefois, c'est vrai que nous notons des fois des cas isolés. Et l'autorité, en tout cas, condamne ces agissements et inflige des sanctions sévères aux fautifs. Peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est que ces mesures sont d'ordre interne et ne sont pas publiées du tout. Ah oui, vous ne les rendez pas publics? Non. C'est la raison pour laquelle peut-être les gens ont l'impression... C'est la réglementation qui le dit ou c'est juste un moyen pour vous? C'est des mesures disciplinaires. Voilà, donc des mesures disciplinaires, c'est entre nous, c'est à l'interne. Donc, ils ne font pas du tout l'objet de publicité et de publication. Vous les auriez rendus publics, sans doute, ça atténuerait le phénomène, peut-être? Mais bon, après tout, c'est... Peut-être que ça soulagerait les gens, mais bon, après tout, il y va aussi de la dignité de la personne déjà, qui continue d'exercer ses fonctions. Donc, je veux dire, si l'autorité sanctionne l'élément de police, l'agent de police ou l'élément de police de manière générale, je trouve que c'est vraiment pas pertinent de faire une publicité par rapport à ça. Voilà. Le respect des droits humains, on l'évoque à nouveau, hein, les droits des personnes placées en garde à vue, la présence de l'avocat à partir du timing indiqué par la loi. Vous êtes aussi souvent indexé pour le non-respect justement de ce principe de la présence de l'avocat à l'heure indiquée de la garde à vue. Bon. Je dois préciser que, en tout cas, il y a pour certains, vous leur dites, vous avez, monsieur ou madame, il vous est permis de faire appel à votre avocat avant qu'on ne vous dise quoi que ce soit. Vous voyez quelqu'un qui refuse carrément de parler. Alors, vous n'avez pas le choix que de mentionner dans vos PV que la personne refuse de parler et de la transférer. Vous pouvez voir quelqu'un qui vous dit « j'ai un avocat qui ne vient jamais ». Vous lui donnez même le téléphone pour qu'il appelle l'avocat, vous ne voyez jamais l'avocat. Et vous êtes obligé pour cette personne aussi de mentionner le fait qu'il a fait appel à un avocat, mais quand même on le transfère. Donc c'est des cas souvent auxquels nous sommes confrontés qui ne nous facilitent pas du tout la tâche. Mais bon, comme la personne aussi, elle est libre de ses choix, nous sommes obligés des fois de faire notre travail. Voilà. Dans les PV aussi, c'est bien mentionné que la personne, en tout cas, a été informée de son droit de pouvoir faire appel à un conseiller. Voilà.
La présence d'ASP, les agents de sécurité de proximité aux côtés des policiers dans la circulation et dans les commissariats de police, on a parfois l'impression que les ASP se tapent tout le boulot, tout le travail des policiers. Bon, comme leur nom l'indique, c'est des assistants, voilà, c'est une force d'assistance. Donc les ASP, c'est vrai qu'on les voit un peu partout et c'est normal, ils sont nombreux. Et je dois dire qu'ils nous aident quand même beaucoup, beaucoup. Ils sont n'empêche sous le contrôle à chaque fois que vous les voyez sur le terrain, sous le contrôle ou sous la supervision d'un policier. Au niveau des commissariats, par exemple, ils assistent les policiers dans la collecte des documents à légaliser. Et là, je peux dire ça, ça nous est en tout cas d'un grand apport. Nous étions en tout cas les ASP, le travail est beaucoup plus lourd. Oui, mais leur présence massive à vos côtés n'est-elle pas un indicateur du manque de nombre suffisant des effectifs de la police? C'est vrai que l'effectif n'est pas suffisant. Ça, je pense que ce n'est pas un secret du tout. Raison pour laquelle je pense que le dernier concours qu'on a eu à organiser recruter 1500 policiers. Donc, il nous faut vraiment beaucoup recruter parce qu'on est resté quand même un temps sans recruter au sein de l'institution, ce qui nous a un peu... ce qui a un peu fait en tout cas que l'effectif voilà, n'est pas encore suffisant. Mais les ASP quand même... qui sont sensibilisés, formés avant d'être déployés, je veux dire, font le travail comme cela se doit. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est à chaque fois sous la supervision d'un policier. Est-ce que la police fait-elle toujours rêver? Combien de demandes de recrutement vous recevez chaque année? Ben oui, je peux dire que la police, ou bien je vous donne tout simplement des chiffres, vous allez me dire si elle fait rêver. Pour l'année passée, par exemple, nous avons reçu 12 000 candidatures. Et c'était pour 1500 places. Maintenant, je vais vous laisser voir si elle fait rêver ou pas. Autre chose, peut-être dire que c'est un métier noble, le fait d'être policier. C'est un métier noble et c'est revalorisant aussi. Ouais. Votre mémoire de fin de formation à l'École nationale de police a porté sur le sujet suivant, la fonction d'officier de police judiciaire, pouvoirs et responsabilités. Avez-vous souligné dans votre travail des mémoires ces manquements dans le travail des policiers, les effectifs, l'éthique et la déontologie? Est-ce que dans votre sujet de mémoire, vous en parlez? En fait, il faudrait peut-être comprendre ma logique. C'est quoi toujours? C'est de montrer ce qui doit être. J'essaie en tout cas de rappeler toujours aux policiers que, par exemple, pour le cas du mémoire, vous avez des pouvoirs, mais vous avez aussi des responsabilités. Et si vous lisez mon mémoire, je me suis beaucoup plus appesantie sur les responsabilités pour montrer à l'officier de police judiciaire que certes, vous avez le droit de garder quelqu'un, vous avez le droit de perquisitionner, mais quand même, vous avez des responsabilités. Et j'ai même été jusqu'à montrer les sanctions, j'ai même été jusqu'à montrer que des gens ont eu à être sanctionnés parce que des gens ont même eu à perdre leur qualité d'officier de police judiciaire parce qu'ils n'avaient pas respecté les procédures. La dernière élection présidentielle, les craintes d'un scrutin mouvementé, finalement tout s'est globalement bien passé. Quel est le bilan que la police fait de cette élection, la gestion de la sécurité avant, pendant et après le scrutin? Disons que quand même pour cette élection, nous avons su prendre nos devants. C'est tout le processus, on a élaboré une stratégie pour tout le processus électoral, c'était depuis le parrainage. Nous avons même, dans ce cadre, élaboré un poste de commandement. Donc, un poste de commandement qui était quand même assez structuré. Et parmi nous, il y avait même des gendarmes et militaires et sapeurs-pompiers pour vous dire combien c'était bien organisé. Les missions aussi étaient bien définies et coordonnées par le directeur général de la police nationale.
Donc, nous avons su prendre nos devants. À Touba, par exemple, le cas de Touba, nous avons une semaine avant les élections déployé des éléments sur les lieux parce que nous avons quand même eu des craintes par rapport à Touba, vu ce qui s'est passé la dernière fois. À Dakar, 48 heures avant les élections. Ce qui s'est passé aux législatives à Touba. Oui, c'est cela. Donc, c'était surtout par rapport aux craintes que les éléments ont été déployés un peu plus tôt que prévu. J'avoue aussi que du matériel a été mis à notre disposition. Vraiment, le ministre de l'Intérieur tenait à ce qu'en tout cas tout se passe dans le bon ordre. Et je pense que comme les éléments ont suggéré, alhamdoulilah. Vos fonctions de porte-parole, commissaire Tabara Ndiaye, vos fonctions de porte-parole de la police vous obligent à côtoyer le monde des médias. Et puis, vous avez obtenu un master au CESTI, l'école de journalisme de l'Université Cheikh Anta Diop, un master en médias et communication. Quel est le regard que vous posez sur la presse, les médias au Sénégal? C'est vrai que j'ai appris... Vos amis, entre guillemets. Oui, ce sont mes amis. J'ai appris beaucoup de choses quand même. Ce qui m'a surtout... ce que j'ai retenu chez les journalistes, c'est qu'ils sont à chaque fois collés à leur agenda. Et oubliant peut-être des fois que les autres aussi, pour la police, nous avons nous aussi nos priorités. Et des fois, nous ne pouvons pas tout dire. Vous ne voulez pas communiquer parfois? C'est pas que nous ne voulions pas communiquer, mais nous ne pouvons pas tout dire. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, il y a beaucoup de problèmes que nous réglons, il y a beaucoup de cas que nous diligentons, mais quand même, des fois, pour ne pas apeurer les gens, nous préférons ne pas nous taire, en tout cas, par rapport à la chose. Et je pense que c'est à ce titre. Un autre sujet qui vous passionne, l'environnement. Votre mémoire de 3e cycle a porté sur droit de l'environnement et infrastructures publiques, le cas de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Conclusion, l'environnement est-il respecté dans la construction de cette autoroute? C'est un autre aspect, c'est Tabara environnementaliste. C'est que dans ce mémoire, en tout cas, il s'agissait de voir si les études d'impact avaient été faites correctement. Mon statut, en tout cas, ne me permet pas de vous faire part de... Le fameux droit de réserve. Oui, c'est cela. On n'aime pas ça, nous, les médias. Oui. Mais en tout cas, sachez que c'était en tout cas dans le but de voir si les études d'impact avaient été faites, si les gens avaient été bien indemnisés. Ils ont respecté ça, ceux qui ont construit cette autoroute? Je vous demande de lire ma mémoire. Et cette culture sénégalaise, il est souvent indiqué que les Sénégalais manquent de culture de préservation de l'environnement. Avez-vous espoir que cela change un jour? Oui, je l'ai dit une fois lors d'une réunion. Je me rappelle, un directeur m'avait dit ceci. En fait, ce que j'avais dit, c'est ceci. Pourquoi ne pas appliquer l'article 8 du Code des contraventions qui disait en fait, qui demandait aux gens, ou bien qui sanctionnait en tout cas les gens qui jetaient les ordures par terre. Alors, la personne m'a dit, commissaire, vous risquez de vous fatiguer parce que les gens, c'est dans la tête en fait que cela se passe. Je pense qu'on est arrivé quand même à une période où on doit s'auto-éduquer. Le Sénégal, c'est à nous tous. La saleté, en tout cas, personne ne l'aime chez soi. Donc, pourquoi l'avoir dans nos environs? Quand même, l'environnement, c'est beaucoup plus profond. C'est la nuisance sonore, c'est la pollution. La police a du travail. La nuisance sonore, la nuit, c'est incroyable, hein? Surtout dans les quartiers populaires. Sujet sensible pour certains, mais il faudra vraiment faire quelque chose. En tout cas, avec l'autorisation de l'autorité, à 23h, normalement, il ne doit plus y avoir en tout cas de nuisance sonore à 23h. Ça tape du tam-tam toute la nuit, ça. C'est terrible. Il y en a quand même qui ont des autorisations et c'est après enquête faite au niveau des commissariats. Quand quelqu'un dit, quand une personne en tout cas dit qu'elle va organiser quelque chose, elle dépose... Des gangs. Oui, ça c'est peut-être la société. Je pense qu'il y a de ces choses aussi que nous ne pouvons pas réfuter.
Ça fait partie de nous, les Django, les Saïd, tout ce que vous pouvez citer comme manifestation. Et pour toutes ces manifestations, en tout cas, pour la plupart des manifestations, ils ont des autorisations quand même. Une petite question, commissaire Tabara Ndiaye, face à l'insécurité, les Sénégalais tendent à se défendre, chercher des armes eux-mêmes, les tasers par exemple, à la mode aujourd'hui, tout le monde en a. C'est légal, c'est illégal? Avant d'arriver à ça, je voudrais peut-être vous dire quelque chose, parce qu'il y a le ministre qui a sorti un arrêté quand même, qui suspend pour la période électorale. Je veux dire, ça a commencé depuis le 28 janvier et ce sera jusqu'au 29 mars. Un arrêté qui suspend pour la période électorale le port, la détention et le transport des armes, munitions et explosifs. Et pour ce qui est maintenant des tasers et bombes à gaz, quand même, on comprend bien la population qui peut être effrayée, ce qui n'est pas du tout, je peux dire, justifié puisqu'on est là, a recours des fois à certains moyens, mais quand même des moyens que nous jugeons dangereux. Parce que la loi est muette, c'est vrai, dans ce sens, concernant ces armes, mais en tant que quand même force de l'ordre, nous ne pouvons pas permettre la circulation de tels objets. Et face à un agresseur, que doit faire le citoyen si la police n'est pas là? Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Elle est carrément légale, elle est bien encadrée aussi. Donc, la personne peut se défendre seulement que la chose soit bien proportionnelle. Et en tout cas, que les choses se fassent dans le respect strict de la loi. Merci, commissaire Tabara Ndiaye, porte-parole de la police, chef du bureau relations publiques de la police sénégalaise. Bon mois de mars, le mois de la femme. Merci d'être venu. Merci à Marie-Justine Diogo qui est à la régie, une femme aussi, ça tombe bien. Restez avec nous, RFM. Bonne fin de week-end. Nakunika hin